Vous rencontrez une femme. Les premiers rendez-vous sont prometteurs. Un café, un dîner, une conversation qui coule sans effort, qui a du sens. Vous sentez qu'il y a là un potentiel, un élan qui se crée entre vous. Et puis, quelque chose change. Ce n'est rien de grave, rien de visible, juste un détail, un message que vous envoyez chaque matin, à la même heure, en pensant bien faire. Une disponibilité si parfaite de votre part qu'elle en devient prévisible. Elle vous répond, bien sûr, mais le ton est différent, plus court, et vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais enfin, j'ai tout fait correctement. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans son esprit, une décision silencieuse a déjà été prise. Elle a senti l'élan s'arrêter net, et elle s'est dit, ah, non, dommage. Elle ne vous l'expliquera jamais. Avez-vous déjà eu cette impression de tout faire comme il faut, de suivre un manuel que vous imaginez être le bon, pour sentir soudain une distance inexpliquée s'installer chez la femme qui vous intéressait? Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après un rendez-vous qui, de votre point de vue, s'était très bien passé, et de ne plus jamais recevoir de nouvelles consistantes? Pas de dispute, pas de drame. Juste un silence qui grandit, un éloignement que vous ne pouvez pas nommer. Et vous restez avec cette question. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à la façon dont les femmes de ma génération ont été élevées. On nous a appris la pudeur, la réserve. Nous n'avons pas appris à dire « j'ai besoin de ceci » ou « je désire cela ». Nous avons appris à observer, à déduire les intentions et le caractère d'un homme par ses actions, pas par ses paroles. Après une vie entière, et souvent un long mariage, comme mes 24 ans avec Bertrand, où j'ai eu le sentiment de servir un projet qui n'était pas tout à fait le mien, nous ne cherchons plus la même chose. Une femme de 60 ans ne cherche plus à combler un vide. Elle cherche une présence, une vitalité, un signe que l'homme en face d'elle est un partenaire actif, un complice dans la création d'une nouvelle histoire, pas simplement un occupant pour le siège vide à côté d'elle. Notre intuition, avec les années, est devenue très rapide, très précise. Elle ne détecte pas la méchanceté chez un homme. Elle détecte quelque chose de beaucoup plus subtil, l'absence de cette tension vitale que nous désirons tant. Et c'est pour cela que quand vous avez agi d'une certaine façon, même avec les meilleures intentions du monde, le résultat que vous avez obtenu était ce retrait silencieux. Ce qui nous fait perdre l'intérêt, ce n'est presque jamais une grande erreur de votre part. Ce n'est pas une parole de travers, un manque de respect. C'est l'érosion lente de l'attraction, causée par une chose que vous tuez sans le savoir, souvent en pensant bien faire. La tension. Pas la tension nerveuse, bien sûr, mais la tension élégante du désir, de l'imprévu. Le sentiment que nous sommes deux adultes qui se choisissent activement, et non deux solitaires qui remplissent un emploi du temps. Quand un homme, même un homme bon, devient entièrement prévisible, quand il suit un manuel de séduction qu'il croit juste, il anéantit le mystère. Et une femme de mon âge, qui a déjà connu une vie de routine, ne veut pas d'une nouvelle routine. Elle veut sentir la vie vibrer. Le premier tueur silencieux du désir, c'est cette prévisibilité. Vous pensez montrer votre fiabilité, votre constance. L'appel du soir à 20 heures précises. Le SMS du matin à 8 heures. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. La première fois, c'est charmant. La deuxième, c'est attentionné. La cinquième fois, elle regarde sa montre en se disant « Il va appeler ». Le désir est remplacé par l'attente d'un événement programmé. La séduction devient une obligation. Au lieu de cette routine, imaginez la puissance d'une spontanéité inspirée. Au lieu du « bonjour » quotidien, vous lui envoyez, à un moment inattendu, la photo d'un détail qui vous a fait penser à elle. Une façade, un livre dans une vitrine,
avec une simple phrase. Ceci m'a fait sourire en pensant à vous. Vous ne demandez rien. Vous partagez une pensée. Vous créez un pont, pas un rendez-vous. Ensuite, il y a l'homme qui se présente comme une solution. Très tôt, il liste tous ses atouts comme on présenterait un CV. Je suis fidèle, je suis bon cuisinier, je ne suis pas compliqué, j'ai une situation stable. Vous pensez que vous vous vendez bien, que vous la rassurez. De notre côté, nous avons l'impression d'assister à un entretien d'embauche. Je me souviens d'un dîner, le deuxième seulement, où un homme m'a expliqué en détail à quel point il avait été un mari dévoué et comment il savait prendre soin d'une femme. Il pensait me rassurer sur sa valeur. Je me suis simplement demandé, mais qui est-il derrière cette liste de qualités? Je ne rencontrais pas un homme, mais un argumentaire. La meilleure façon de montrer vos qualités est de les laisser transparaître dans vos actions. Au lieu de dire « je suis attentif », posez-lui une question sur un détail anodin qu'elle a mentionné lors de votre dernier rendez-vous. Cela prouve votre attention bien plus qu'une déclaration d'intention. Il y a aussi la question de la vulnérabilité. C'est un mot très à la mode. On vous dit d'être authentique, vulnérable. Alors, pour créer une connexion, vous déballez très vite vos blessures, votre solitude, les détails de votre divorce difficile. Vous pensez être honnête. Une femme de ma génération, éduquée à la pudeur, ne se sent pas honorée de cette confiance si rapide. Elle se sent chargée d'un poids. Le plaisir de la découverte mutuelle est annulé. Je me souviens d'un homme qui, dès le premier soir, m'a raconté en détail comment son ex-femme l'avait fait souffrir. Il espérait sans doute créer de l'empathie. J'ai ressenti de la gêne, et un signal d'alarme s'est allumé. Cet homme n'a pas réglé son passé. La vulnérabilité est une chose précieuse. Elle se partage progressivement, comme une récompense de la confiance qui s'installe, pas comme un ticket d'entrée. Gardez votre jardin secret. C'est ce qui donne envie de le découvrir. Enfin, il y a l'homme bon, mais passif. Celui qui communique subtilement que sa vie était un peu terne avant elle et qu'elle est son nouveau soleil. Il attend qu'elle propose, qu'elle organise, qu'elle insuffle la joie. Il pense lui montrer à quel point elle est importante pour lui. Mais elle entend autre chose. Elle entend « rends-moi heureux ». Et c'est une pression immense. Les phrases comme « tu illumines mes journées » ou « qu'est-ce qu'on fait ce week-end » quand elles sont systématiquement suivies d'une attente passive, deviennent un fardeau. Soyez une force de proposition. Arrivez avec une idée, même simple. J'ai découvert un petit sentier de promenade près d'ici. Aimeriez-vous que nous l'explorions ensemble samedi? Montrez que vous avez votre propre vie, vos propres sources de joie, et que vous souhaitez l'y inviter. C'est infiniment plus séduisant. J'ai connu un homme, après ma séparation d'avec Bertrand. Appelons-le Alain. Un homme bon, réellement. Divorcé, cultivé, intéressant. Nous avons eu 3 rendez-vous très agréables. Puis, il a commencé à m'envoyer chaque jour le rapport de son application de santé. Aujourd'hui, 8,2 km. Au début, j'ai trouvé cela un peu touchant, presque enfantin. Puis j'ai compris, c'était le symbole de ce que notre vie risquait d'être. Un rapport quotidien, mesurable, prévisible, sans aucune place pour la surprise. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire que ces 8 kilomètres par jour avaient mis fin à notre histoire naissante. Comment dire une chose pareille sans paraître cruelle? La décision s'est prise en moi, silencieusement. Sans colère, sans drame. Je me suis simplement retirée. J'avais déjà vécu 24 ans d'une vie où je savais exactement de quoi le lendemain serait fait. Je n'en voulais pas une seconde. Quand un homme comprend cela, quelque chose de magnifique se produit. Il cesse de performer.
Il cesse d'essayer d'être un bon élève de la séduction. Il commence simplement à être présent. L'échange devient une danse, pas une marche militaire. Et la femme, sentant cet espace, cette liberté, se détend. Elle devient elle-même plus créative, plus spontanée. La plus belle relation que j'ai vécue, avec Gilles, était basée sur cela. Ni lui ni moi ne savions ce que nous ferions la semaine suivante. Il pouvait m'appeler un mardi pour me proposer d'aller voir une exposition le lendemain dont il venait de lire la critique. Je pouvais lui suggérer un week-end à la mer sur un coup de tête. Nous savions juste que nous avions envie de le découvrir ensemble. C'est cela, la tension vivante. C'est ce qui nous donne le sentiment d'être pleinement en vie. L'homme que vous êtes vraiment est infiniment plus intéressant que le personnage que vous croyez devoir jouer pour nous plaire. Vous rencontrez une femme. Les premiers rendez-vous sont prometteurs. Un café, un dîner, une conversation qui coule sans effort, qui a du sens. Vous sentez qu'il y a là un potentiel, un élan qui se crée entre vous. Et puis, quelque chose change. Ce n'est rien de grave, rien de visible. Juste un détail. Ce message que vous envoyez chaque matin, à la même heure, en pensant bien faire. Une disponibilité si parfaite de votre part qu'elle en devient prévisible. Elle vous répond, bien sûr. Mais le ton est différent, plus court. Et vous, vous ne comprenez pas. Vous vous dites « Mais enfin, j'ai tout fait correctement ». Ce que vous ne savez pas, c'est que dans son esprit, une décision silencieuse a déjà été prise. Elle a senti l'élan s'arrêter net, et elle s'est dit « Ah non, dommage », et elle ne vous l'expliquera jamais. J'ai pris cette décision plus d'une fois à propos d'un homme, et il n'a jamais su pourquoi. Avez-vous déjà eu cette impression de tout faire comme il faut, de suivre un manuel que vous imaginez être le bon, pour sentir soudain une distance inexpliquée s'installer chez la femme qui vous intéressait? Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après un dîner qui, de votre point de vue, s'était parfaitement déroulé, et de ne plus jamais recevoir de nouvelles consistantes? Pas de dispute, pas de drame, non, juste un silence qui grandit, un éloignement que vous ne pouvez pas nommer. Et vous restez avec cette question. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace entre le dessert et le lendemain matin? Je vous pose la question, parce que je suis l'une de ces femmes. J'ai grandi avec les mêmes codes, dans une France où l'on apprenait aux filles la réserve et aux garçons la retenue. J'ai passé 24 ans de ma vie mariée à un homme bon, Bertrand, qui était présent sans jamais être là tout à fait. Un homme de sa génération et de la vôtre. Alors, quand je vous dis qu'une décision se prend en silence, ce n'est pas une théorie. C'est le fruit d'une vie passée à observer et à ressentir ce qui ne se dit pas. Et c'est ce langage-là, celui des décisions silencieuses, que je veux partager avec vous. Pour comprendre ce qui se passe dans cet entre-deux, il faut revenir un peu en arrière, à la façon dont les femmes de ma génération ont été élevées. On nous a appris la pudeur, la réserve. Nous n'avons pas été formés à dire clairement « j'ai besoin de ceci » ou « je désire cela ». Nous avons appris à observer, à déduire les intentions et le caractère d'un homme par ses actions, par ses silences, bien plus que par ses paroles. Alors imaginez, après une vie entière, et souvent un long mariage, où nous avons eu le sentiment de servir un projet qui n'était pas tout à fait le nôtre. Nous ne cherchons plus du tout la même chose. Une femme de 60 ans ne cherche pas à combler un vide. Ce temps-là est révolu. Elle cherche une présence, une vitalité, un signe que l'homme en face d'elle est un partenaire actif, un complice dans la création d'une nouvelle histoire, et non un simple occupant pour le siège vide à côté d'elle. Avec les années, notre intuition est devenue très rapide, très précise. Elle ne détecte pas la méchanceté chez un homme, elle détecte quelque chose de beaucoup plus subtil, l'absence de cette tension vitale que nous désirons tant.
Cette petite étincelle d'imprévu qui nous dit que la vie n'est pas encore écrite. Et c'est précisément pour ça que, quand vous avez agi comme vous l'avez fait, avec les meilleures intentions du monde, le résultat que vous avez reçu était ce retrait silencieux. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, je le sais bien. Mais c'est ce que nous, de notre côté, nous avons entendu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui nous fait perdre l'intérêt, ce n'est presque jamais une grande erreur de votre part. Ce n'est pas une parole de travers, un manque de respect. C'est l'érosion lente de l'attraction, causée par une chose que vous tuez sans le savoir, souvent en pensant bien faire. La tension. Pas la tension nerveuse, bien sûr, mais la tension élégante du désir, de l'imprévu. Le sentiment que nous sommes deux adultes qui se choisissent activement, et non deux solitaires qui remplissent un emploi du temps. Quand un homme, même un homme bon, devient entièrement prévisible, quand il suit un manuel de séduction qu'il croit juste, il anéantit le mystère. Et une femme de mon âge, qui a déjà connu une vie de routine, ne veut pas d'une nouvelle routine. Elle veut sentir la vie vibrer. Le premier de ces tueurs silencieux du désir, c'est cette prévisibilité. Pour montrer votre fiabilité, votre constance, vous instaurez une routine. L'appel du soir à 20 heures précises. Le SMS du matin à 8 heures. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. La première fois, c'est charmant. La deuxième, c'est attentionné. La cinquième fois, elle regarde sa montre en se disant « Il va appeler ». Le désir est remplacé par l'attente d'un événement programmé. La séduction devient une obligation. À la place de cette routine, imaginez la puissance d'une spontanéité inspirée. Au lieu du bonjour quotidien, vous lui envoyez, à un moment inattendu dans l'après-midi, la photo d'un détail qui vous a fait penser à elle. Une façade, la couverture d'un livre dans une vitrine de la rue de Brest, avec une simple phrase. Ceci m'a fait sourire en pensant à notre conversation. Vous ne demandez rien, vous partagez une pensée. Vous créez un pont, pas un rendez-vous. Ensuite, il y a l'homme qui se présente comme une solution. Très tôt, il liste tous ses atouts comme on présenterait un curriculum vitae. Je suis fidèle, je suis bon cuisinier, je ne suis pas compliqué, j'ai une situation stable. Vous pensez que vous vous vendez bien, que vous la rassurez. De notre côté, nous avons l'impression d'assister à un entretien d'embauche. Je me souviens d'un dîner, le deuxième seulement, où un homme m'a expliqué en détail à quel point il avait été un mari dévoué et comment il savait prendre soin d'une femme. Il pensait me rassurer sur sa valeur. Je me suis simplement demandé, mais qui est-il derrière cette liste de qualités? Je ne rencontrais pas un homme, mais un argumentaire. La meilleure façon de montrer vos qualités est de les laisser transparaître. Au lieu de dire « je suis attentif », posez-lui une question sur un détail anodin qu'elle a mentionné lors de votre dernière promenade au parc de la Tête d'Or. Cela prouve votre attention bien plus qu'une déclaration d'intention. Il y a aussi la question de la vulnérabilité. C'est un mot très à la mode. On vous dit d'être authentique, vulnérable. Alors, pour créer une connexion, vous déballez très vite vos blessures, votre solitude, les détails de votre divorce difficile. Vous pensez être honnête. Une femme de ma génération, éduquée à la pudeur, ne se sent pas honorée de cette confiance si rapide. Elle se sent chargée d'un poids. Le plaisir de la découverte mutuelle est annulé. Je me souviens d'un homme qui, dès le premier soir, m'a raconté comment son ex-femme l'avait fait souffrir. Il espérait sans doute créer de l'empathie, me montrer sa sensibilité. J'ai ressenti de la gêne, et un signal d'alarme s'est allumé. Cet homme n'a pas réglé son passé.
La vulnérabilité est une chose précieuse. Elle se partage progressivement, comme une récompense de la confiance qui s'installe, pas comme un ticket d'entrée. Gardez votre jardin secret. C'est ce qui donne envie de le découvrir. Enfin, il y a l'homme bon, mais passif. Celui qui communique subtilement que sa vie était un peu terne avant elle et qu'elle est son nouveau soleil. Il attend qu'elle propose, qu'elle organise, qu'elle insuffle la joie. Il pense lui montrer à quel point elle est importante pour lui. Mais elle entend autre chose. Elle entend « Rends-moi heureux ». Et c'est une pression immense. Les phrases comme « Vous illuminez mes journées » ou « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end » quand elles sont systématiquement suivies d'une attente passive, deviennent un fardeau. Soyez une force de proposition. Arrivez avec une idée, même simple. J'ai découvert un petit sentier de promenade près d'ici. Aimeriez-vous que nous l'explorions ensemble samedi ? Ou bien, j'ai lu la critique d'une exposition qui semble fascinante. Seriez-vous partante pour y aller avec moi ? Montrez que vous avez votre propre vie, vos propres sources de joie, et que vous souhaitez l'y inviter. C'est infiniment plus séduisant. Je vais vous confier quelque chose, une histoire personnelle que je n'ai racontée que très rarement. Après ma séparation d'avec Bertrand, j'ai connu un homme. Appelons-le Alain. Un homme bon, réellement. Divorcé, cultivé, avec une conversation intéressante. Nous avons eu 3 rendez-vous très agréables, de ceux qui vous laissent un sourire en rentrant chez vous, de ceux où l'on se dit qu'il y a là, peut-être, le début de quelque chose. Puis, il a commencé à m'envoyer chaque jour le rapport de son application de santé. Une notification sur mon téléphone, avec une petite phrase. Aujourd'hui, 8,2 km. Au début, je dois l'avouer, j'ai trouvé cela un peu touchant, presque enfantin. C'était sa façon, je suppose, de partager son quotidien, de me montrer sa discipline. Mais au bout du 3e ou 4e message, j'ai compris. J'ai compris ce que cela représentait. Ce n'était pas une question de kilomètres parcourus. C'était le symbole de ce que notre vie ensemble risquait d'être. Un rapport quotidien, mesurable, prévisible, sans aucune place pour la surprise. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire que ces 8 kilomètres par jour avaient mis fin à notre histoire naissante. Comment dire une chose pareille sans paraître cruelle ou terriblement superficielle ? Non, la décision s'est prise en moi, silencieusement. Sans colère, sans drame. Je me suis simplement retirée. J'ai commencé à répondre de façon plus espacée, moins engagée, jusqu'à ce que la conversation s'éteigne d'elle-même. Il n'a probablement jamais su pourquoi. Il a dû penser que je n'étais pas intéressée, ou que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que j'avais déjà vécu 24 ans d'une vie où je savais exactement de quoi le lendemain serait fait. Je n'en voulais pas une seconde de plus. Si, à la place de ce rapport chiffré, il m'avait envoyé la photo d'un détail amusant dans une rue, avec pour seul mot « j'ai pensé à vous », tout aurait été différent. Car il m'aurait offert une pensée, un instant de poésie, pas une performance. Quand un homme comprend cela, quelque chose de magnifique se produit. Il cesse de performer. Il cesse d'essayer d'être un bon élève de la séduction, de cocher des cases sur une liste invisible. Il commence simplement à être présent, avec son histoire, ses passions et même ses incertitudes. L'échange devient alors une danse, pas une marche militaire. Et la femme, sentant cet espace, cette liberté, se détend. Elle devient elle-même plus créative, plus spontanée, parce qu'elle n'est plus l'objet d'un projet, mais la partenaire d'une découverte. La plus belle relation que j'ai vécue après mes 50 ans, avec Gilles, était basée sur cela. Ni lui ni moi ne savions ce que nous ferions la semaine suivante. Il pouvait m'appeler un mardi pour me proposer d'aller voir une exposition le lendemain, dont il venait de lire la critique dans le journal. Je pouvais lui suggérer un week-end à la mer sur un coup de tête.
Nous ne cherchions pas à nous rassurer par la prévisibilité. Nous savions juste, l'un et l'autre, que nous avions envie de découvrir ces choses ensemble. C'est cela, la tension vivante. Ce n'est pas le doute sur les sentiments de l'autre, c'est l'excitation de ne pas savoir quelle belle page nous allons écrire demain. C'est ce qui nous donne le sentiment d'être pleinement en vie. Alors la prochaine fois que vous sentirez cet élan avec une femme, ne vous demandez pas « qu'est-ce qu'elle attend de moi ?» ou « comment puis-je lui prouver que je suis le bon ?» Laissez ces questions de côté. L'homme que vous êtes vraiment est infiniment plus intéressant que le personnage que vous croyez devoir jouer pour nous plaire.